Alors bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. En construisant le savoir, l'ensemble humain, chaque être humain qui apparaît sur cette terre donne la totalité de son existence à cette œuvre magique, incroyable, grandiose, hallucinante, qui est le perfectionnement et l'accession à la perfection de l'humanité. C'est vraiment incroyable. On est des artistes, on travaille à une œuvre d'art gigantesque qui est cet état de perfection, selon moi. Et donc, cet état de perfection, c'est l'accession à l'extase. Voilà, c'est la finalité, c'est la sensation, c'est ressentir cette sensation d'extase qui est la fusion avec le divin. L'extase, l'éveil, le nirvana, peu importe comment on appelle cet état-là, cet état de la béatitude, voilà, cet état de sérénité absolue, de paix, de tranquillité, de contemplation, d'amour. Voilà, et toute l'humanité dans son ensemble va vers, à mon sens, vers cette finalité. Alors je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui va se passer quand cette énergie totale, je ne sais pas s'il y aura peut-être 7 ou 10 milliards d'êtres humains, évidemment, cet état-là, il concerne les siècles prochains. Il faudra peut-être 2, 3, 4, 5 siècles, peut-être 10 siècles pour atteindre ça. Mais peu importe, l'humanité, elle a le temps, hein, elle est en route depuis des millions d'années déjà. Donc, on arrive vers le but, en somme. Et donc, pourquoi atteindre cet état d'amour absolu dans le phénomène humain? Je ne sais pas, qu'est-ce que peut faire cette énergie d'amour, cet état d'extase universel? Qu'est-ce que ça peut bouleverser dans le... Ça, il n'y a que nos descendants qui le sauront, nos enfants, nos petits-enfants. Voilà, les enfants de nos enfants, etc., etc. Voilà. Alors ça, c'est pour la base. Et je travaille ces vidéos, la plupart du temps, je les fais à partir soit d'ouvrages que je lis, enfin que je picore, parce que je n'arrive pas à lire véritablement des ouvrages, mais que je picore, ou des audios que j'écoute sur France Culture, bien souvent dans une émission qui s'appelle Avec Philosophie. Et là, je suis en train de travailler sur le gai savoir avec philosophie, le gai savoir de Nietzsche. Et alors, on va continuer, c'est la numéro 1, je pense qu'il y a 4 émissions, c'est toujours par semaine en règle générale, il y a le lundi, mardi, mercredi, jeudi, le vendredi souvent c'est consacré à autre chose, mais il y a 4 émissions consacrées à la même chose. Et là donc c'est le gai savoir, sur le gai savoir. Et cette nuit, j'ai écouté l'épisode 2. Là, on travaille sur le 1. On en est à la 23e minute sur 58. Il y a encore quelques vidéos à faire là-dessus. Mais l'épisode 2, il m'a révélé peut-être ma misère intellectuelle et comment j'ai très très mal compris Nietzsche dans le peu de choses que je comprenais, comment je me suis peut-être gouré sur Nietzsche. Et j'ai hâte d'attaquer ce numéro 2. On y va, on lance, je découvre en même temps et alors, gai au sens d'un enthousiasme, de l'ivresse, c'est pas la petite gaieté, celle de la plaisanterie avec les amis, hein. C'est quelque chose qui a plus de consistance. Et c'est lié au rire, si vous voulez. Il faut quand même faire intervenir ce concept. Nietzsche vous dit pourquoi gai savoir? Qu'est-ce qu'il y a de gai dans ce nouveau savoir qui comprend le conditionnement par la vie? La première chose qui est gai ou qui est drôle, c'est de voir déjà l'erreur d'appréciation des philosophes, de voir à quel point les philosophes ont toujours pensé que, depuis Platon, ils ont toujours pensé que l'homme était un individu parfaitement autonome, qui définissait
les orientations de sa pensée librement, sans contrainte, à partir de rien, alors qu'en réalité, ces philosophes, comme le reste de l'humanité, ils sont tous victimes d'une illusion, c'est la vie qui les manipule, qui les pousse à faire ceci. Et donc la découverte de cette situation et la mise en regard de la prétention à l'objectivité, la neutralité des philosophes, et puis de la réalité du conditionnement par... Mais cette prétention, bon, on peut le prendre avec la gaieté, la joie, si elle est bienveillante, il n'y a aucun problème, si c'est pas de la moquerie. Mais ça pourrait être de la bienveillance, parce que tous ces philosophes ont essayé de faire le mieux possible, de découvrir, en fait, c'est par amour pour l'humanité qu'ils épuisent leurs neurones, qu'ils essorent leurs neurones pour en extraire le meilleur. Et évidemment, ils se sont trompés sous cet angle-là, sous l'angle que montre Nietzsche. Parce que la réalité, on n'atteint pas la réalité sous cette forme-là. La réalité, c'est sans doute autre chose. Et selon moi, la réalité, on ne peut y accéder justement qu'à travers l'extase, l'éveil, le nirvana, peu importe comment on appelle cet état. Je vous renvoie à l'écoute des vidéos précédentes. C'est quelque chose de comique, parce que le philosophe qui s'imaginait surpasser l'humanité en atteignant enfin l'absolu, l'objectif, n'est-ce pas, l'indiscutable, la vérité absolue, etc., on se rend compte qu'il apparaît finalement comme une espèce de, j'allais presque dire de polichinelle, c'est un peu méchant quand Nietzsche utilise ce genre d'image parfois, qui est au service d'autre chose, au service de quelque chose qui est inconscient, il ne se rend pas compte, mais il est quand même au service de quelque chose tout en croyant être libre et autonome. Donc ça a de quoi faire sourire. Mais Nietzsche est dans le même cas de figure, il est au service de l'humanité et sa contradiction, sa découverte est fondamentale pour l'évolution de l'humanité, mais comme l'était la découverte de Platon, comme l'était la découverte, etc. Voilà, il est juste un des rouages de cette prise de conscience et de cette finalité que nous cherchons à atteindre. Alors, il est majeur parce qu'il montre à quel point on peut se tromper en croyant à la dure comme fer, à la réalité, à la raison pure, à la raison de l'histoire, à la raison etc. Mais en même temps, en tout cas, et c'est comme ça que l'idée de gai savoir dans le premier paragraphe est accrochée, justement, quelque chose de risible dans le sérieux aveugle avec lequel les philosophes se sont comportés jusqu'à présent. Et le terme de rire est un terme qu'on va retrouver tout de suite dans ce texte-là. C'est le premier paragraphe du premier livre. Peut-être l'homme le plus nuisible est-il encore le plus utile dans la perspective de la conservation de l'espèce. Alors, on peut remarquer que Nietzsche est plein d'amour. En fait, sa sensibilité transparaît derrière sa colère, derrière les mots durs qu'il emploie, etc. Peut-être le plus nuisible, le mot nuisible est dur et il peut être appliqué par des pervers pour en faire vraiment quelque chose de dégueulasse. Et ce n'était pas le cas dans l'esprit de Nietzsche, mais justement, est-il le plus utile? Voilà, donc... Il entretient chez lui, ou bien par son action chez d'autres, des pulsions sans lesquelles l'humanité serait depuis longtemps avachie ou aurait pourri. La haine, la joie prise au malheur d'autrui, la soif de rapine et de domination et tout ce qu'on qualifie encore de méchant, cela fait partie de l'étonnante économie de la conservation de l'espèce. D'une économie à coup sûr coûteuse, prodigue et dans l'ensemble extrêmement folle. Mais là, c'est clair que il y avait le darwinisme qui était déjà arrivé, mais on peut le voir sous cet angle-là. La mécanique universelle, ma théorie, le voit vraiment sous un autre angle. C'est que ce qu'on appelle entre guillemets le mal, ou voilà ce monde nuisible dont il parle, est fondamental pour l'évolution du bien.
On ne peut pas, l'humanité ne pouvait pas passer du monde animal au monde surhumain, on pourrait dire, à l'humain accompli, l'humain abouti, l'humanité qui a atteint sa perfection, sans créer le mal, l'idée du mal, sans créer l'interdit, sans que on crée donc le transgressant, celui qui va transgresser. Parce que c'est grâce à ce travail du transgressant, c'est grâce par exemple, tout simplement pour juste voir quelque chose de simpliste. Le code pénal, aujourd'hui, nos lois, il y en a des dizaines de milliers dans le code pénal et sur toute la planète qui interdisent, etc., et qui compriment la capacité de l'homme à s'affirmer aux dépens d'autrui, à abuser ses congénères, à maltraiter ses congénères. Donc toutes ces lois-là, elles sont nées du travail conjoint entre le délinquant, le transgressant, celui qui veut abuser de son congénère en trouvant une voie détournée qui n'a pas encore été vue par les législateurs, où il n'y a pas de loi, et donc il abuse, et le législateur s'en rend compte, le système s'en rend compte, le législateur pose une loi, voilà, une nouvelle loi là. Et à ce moment-là, eh ben, ça fait une contrainte supplémentaire. Pendant des décennies, pendant un siècle, même davantage, dans le cinéma, les directeurs, enfin ceux qui avaient du pouvoir, ils abusaient des starlettes, des comédiennes, des comédiens, etc., parce qu'ils avaient du pouvoir. MeToo arrive. Voilà, ça a existé, tout le monde, c'était au su et au vu de la société. Il y avait quand même des lois qui interdisaient déjà, mais elles n'étaient pas appliquées. Et là, eh ben, en gros, je me souviens plus comment il s'appelle, celui qui est en prison maintenant, qui est un producteur, bref, aux États-Unis, ben, il paye par sa personne l'évolution, il permet l'évolution de l'humanité. Voilà. Donc, il est évidemment que ce qu'il a fait, c'est pas bien, c'est condamnable, c'est à juger, mais il faut le juger, il faut qu'il soit condamné, etc. Mais on doit aussi remercier du fait que son exemple sert de contre-exemple à l'humanité et qu'il oblige l'humanité à maîtriser progressivement cette pulsion du dominant qui peut abuser du dominé, comme il le veut, parce qu'il a l'argent, etc. Donc, voilà comment on peut aussi voir la chose. Mais qui, c'est un fait démontré, a jusqu'à présent conservé notre espèce? Je ne sais plus s'il t'est possible à toi... Oui, il a aussi raison dans ce sens-là. Notre espèce a encore besoin d'agressivité, de force, de violence, de compétition. On le voit, si c'est ça qui s'impose actuellement sur la planète encore, alors que le niveau de conscience a drôlement évolué, mais c'est encore ça que les Américains imposent sur la planète, le fait de jouer des coudes, de s'imposer, de faire la guerre, d'envoyer d'autres à la guerre, etc., d'endurcir l'humanité, parce qu'elle a besoin de s'endurcir, sinon on irait plutôt vers le doux. Ce matin, j'ai écrit quelque chose sur TikTok, une petite phrase que j'avais écrite il y a très très longtemps. Si on veut adoucir l'humanité, il faut maîtriser les durs et non pas endurcir les doux. Voilà, ça c'est bien sûr que c'est la finalité de l'humanité. Il faudra aller vers le doux, on va vers le doux quoi qu'il arrive. Mais quand il faut encore préserver le dur, il faut que ça soit comme ça s'impose comme ça. À son époque, c'était légitime ce qu'il disait Nietzsche. Et en plus, il y avait Darwin qui arrivait, qui était là. Donc, tout convergeait pour qu'il parle comme ça, en fait. Et qu'il continue à convaincre des gens qui l'écoutent aujourd'hui que
le dur, l'impitoyable, et c'est important d'être impitoyable pour pas sentir sa sensibilité. Seulement, lui, qui a prêché cela, eh ben, sa sensibilité, il a essayé de la masquer toute son existence. C'est comme ça que je le ressens, hein, Nietzsche. Mais peut-être je me trompe, mais il a essayé de masquer cette sensibilité et en fait, elle l'a débordé, elle a explosé à la fin, cette sensibilité. Et c'est ce qui l'a rendu extatique. Chers semblables et prochains, de vivre au détriment de l'espèce, et donc de manière irrationnelle et mauvaise. Ce qui aurait pu mettre l'espèce en péril a peut-être déjà disparu depuis bien des millénaires et fait peut-être partie des choses qui, même chez Dieu, ne sont plus possibles. Soumets-toi à tes meilleurs ou à tes pires désirs et surtout, péris. Dans les deux cas, il est vraisemblable que tu demeures d'une manière ou d'une autre le promoteur et le bienfaiteur de l'humanité, et tu as ainsi le droit de conserver tes laudateurs et aussi tes persifleurs. Mais tu ne trouveras jamais personne qui sache parfaitement se moquer aussi de toi dans ce que tu as de meilleur en tant qu'individu, qui te fasse savourer ton infinie misère de mouches et de grenouilles d'une manière qui soit suffisamment conforme à la vérité. Rire de soi-même comme on devrait rire pour que ce rire soit l'émanation de la vérité tout entière. Les meilleurs n'avaient jusqu'à présent pas assez de sens de la vérité pour cela. Et les plus doués, bien trop peu de génie. Peut-être le rire se sera-t-il lié à la sagesse? Peut-être n'y aura-t-il plus alors qu'un gai savoir. On va, c'est clair, vers le gai savoir, quoi qu'il arrive. C'était une belle âme. C'était une belle âme. Nietzsche. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. Par gai savoir, Patrick Wautling, vous l'avez dit, il faut entendre l'ivresse dans ce mot gai. Il faut aussi entendre rire des philosophes, se moquer d'eux. On entend aussi dans ce texte, qui est le premier paragraphe du premier livre, se tourner soi-même en dérision pour enfin aboutir à l'idée que le rire, ce gai savoir, est ce par quoi va émaner la vérité. En quoi le rire est-il une manière de faire éclater cette vérité? Et d'ailleurs, pourquoi c'est encore important pour Nietzsche d'avoir cette vérité qu'il a tant récusée jusque-là? Et alors, on voit que Nietzsche était vraiment d'avant-garde, parce qu'en fait, c'est ce qu'on est en train de vivre, cette dérision. On rend dérisoire les dominants, le chef de l'État, les ministres, tout ça. On a désacralisé ce qu'ils ont voulu mettre en sacré, etc. On peut maintenant mépriser ce qu'ils ont voulu imposer comme domination, comme système de domination. Et même s'ils ont encore cet état d'esprit naturel, c'est l'état d'esprit du narcissisme, qui est une des énergies qui les fait monter au pouvoir, qui les pousse jusqu'au pouvoir. Et donc ça veut dire que le narcissisme est une nécessité de l'évolution de l'humanité, si c'est leur moteur. Mais c'est ce qui leur fait dire que ceux qui sont rien, voilà, dans les gares on croise ceux qui sont rien, ou les sans-dents, ils sont méprisables. Donc c'est clair qu'ils méritent qu'on les prenne qu'on ait cette dérision envers eux, qu'on ait cassé cette image qu'ils avaient quand ils sortaient de la messe, quand j'étais gosse, les riches, les nobles, etc., les familles qui se prenaient vraiment au sérieux pour quelque chose. C'est terminé tout ça, c'est fini. Et on est passé sur autre chose. Et donc, ça veut dire qu'on est en train d'équilibrer et de prendre conscience, de monter à la conscience de l'humanité, que nous sommes tous égaux. Et c'est ce que je démontre sur la mécanique universelle. Nous donnons tous l'entièreté de notre existence à cette œuvre gigantesque qui est
la perfection de l'humanité. On est tous des ouvriers à égalité, parce que la seule chose, on donne tous la totalité de notre vie. C'est en ça qu'on est égaux. Après, que l'humanité, pour construire et créer l'illusion qu'il y a des meilleurs, des plus forts, des plus faibles, des plus intelligents, des plus bêtes, etc., etc. Tout ça, c'est que des illusions. C'est juste pour travailler. C'est juste des outils de travail. C'est peanuts. Ça, c'est le chef de l'État. Il est pas plus. Il est pas meilleur, pas plus fort, pas plus. Il est à égalité totale avec celui qui récure ses toilettes, que celui qui mendie devant la porte de l'Élysée. Exactement pareil. Et encore, si on prenait les vraies valeurs de l'humanité, celui qui mendie a plus de courage peut-être que lui à vivre ce qu'il vit. Ce cas-là, vérité prend un sens dérivé. Ça n'a qu'une valeur imagée, puisque la vérité, justement, au sens objectif, au sens normal, enfin traditionnel du terme, elle est disqualifiée, justement. Donc, il vaudrait mieux parler en fait d'interprétation pour être plus rigoureux, pas de vérité objective. Être capable de dérision à l'égard de soi-même. Ça, c'est une forme d'esprit, c'est une forme d'intelligence. Nietzsche vous dit le sérieux empesé des philosophes qui toujours ont voulu montrer qu'ils en savaient plus que les autres, ils étaient plus forts que les autres, etc. Mais quelque chose qui s'avère ridicule quand on voit le conditionnement dont ils sont l'objet. Donc il faut rire d'eux, mais il ne faut pas que ce rire... Plus fort, je sais pas, parce que il me semble pas, hein, mais peut-être je me trompe, mais j'ai pas assez lu pour être sûr, mais je vois pas d'orgueil, justement de superbe, de sentiment de supériorité. Chez les philosophes, je le sens pas, je sens un investissement total, une sorte de don de soi, comme un sacrifice, voilà, une fatalité. Je dois faire cette œuvre, c'est comme ça, j'ai été créé avec cet état d'esprit et je dois en faire quelque chose, je peux pas faire autrement. Hegel dit qu'il est écrit, que c'est pas lui qui écrit, il sent que c'est une force qui tient son truc. Donc je crois pas qu'il y ait vraiment de l'orgueil, qui s'auto-satisfasse pour se dire que c'est bien ce qu'ils font. C'est presque normal pour pouvoir survivre, parce qu'on a tous besoin de gratification. Donc parfois, si ça vient pas de l'extérieur, il faut que ça vienne de l'intérieur, qu'on se sente juste de faire ce qu'on fait et que notre boulot a du sens et que ça sera pas déchiré à la fin de l'existence et en disant bon, tout ça poubelle, ça sert à rien. Non, il y a ce besoin d'avoir servi à quelque chose, mais pas plus que le gars qui ramasse les poubelles dans la rue. C'est exactement pareil, il a le même sentiment, la même dignité, le même besoin de reconnaissance et tout. Et donc, on doit absolument offrir à chaque être humain qui passe sur cette planète la reconnaissance de sa vie. Autant aux délinquants, il doit être puni, etc., mais on doit lui reconnaître du sens, que sa vie a du sens, qui fait évoluer, que grâce à lui, le code pénal, entre autres, grâce à lui, le code pénal s'enrichit, l'humanité comprime de plus en plus les pulsions à s'affirmer aux dépens d'autrui, que le système carcéral évolue, que grâce à sa souffrance, etc., etc. Donc, il est majeur, son existence est majeure, et tout être humain doit avoir doit pouvoir traverser la vie en comprenant ce qu'il fait. Voilà, que remettre du sens dans l'existence qui nous a été enlevé, ce sens. Produisent ce qu'on leur reproche, c'est-à-dire s'imaginer qu'on est soi-même tout à fait supérieur, à l'abri de toute critique, etc. Non, il y a quelque chose, nous sommes des vivants, nous aussi, même plus lucides, plus précis, plus rigoureux. Il est un peu dur, voilà, c'est ça le truc. Nous sommes tout de même des vivants, nous sommes nous aussi portés par cette logique d'illusion qui est la logique même, le processus même.
peut-être qu'il a trop lu Schopenhauer, parce que peut-être que Schopenhauer, il me semble qu'il y a un peu cette vision grandiose de lui-même, grandiose, mais en plus juste parce qu'il était, voilà, il avait une vision, à la différence du narcissique, du narcissisme, qui a une vision grandiose mais usurpée de lui-même. Un gars comme Schopenhauer, il a une vision sans doute grandiose de lui-même, mais qui n'est pas usurpée. Et pareil pour Nietzsche. C'est pas pour rien qu'à la fin de sa vie, il signe Jésus, il signe je sais plus qui. Voilà, il se prend pour quelqu'un d'autre. Donc ce germe était là, même si c'était contraint, ce sentiment que son travail était important, il était là-dessous. Même de la vie. Par conséquent, il est possible que si je deviens fou, je me prenne pour, je ne sais pas qui, mais peut-être le Christ, hein, c'est pas exclu. Voilà, peut-être qu'au fond de moi, je me sens un peu comme ça aussi. Je le dis pas, je le garde dans le secret de mon... L'idée, en effet, que nous aussi, nous sommes traversés par certainement des choses qui sont risibles, qui sont ridicules. C'est ainsi, c'est la logique même de l'existence. Voilà, donc ce qui est important, c'est de rectifier, comme je le disais tout à l'heure, cette erreur d'aiguillage, cette erreur de perspective qu'on fait usuellement, d'autant plus qu'elle est dangereuse. En l'occurrence, il peut y avoir des erreurs innocentes, je le répète, mais là, l'erreur du platonisme, elle est dangereuse parce qu'elle conduit à retourner la vie contre elle-même, à utiliser les forces de la vie pour une espèce de logique d'autodestruction. Voilà, et quand Nietzsche vous dit, dans cette très belle formule qui a été lue, peut-être un jour le rire sera-t-il lié à la sagesse. Vous voyez, il parle plutôt de sagesse que de vérité là, dans ces textes-là, quand il est plus rigoureux. Il nous présente là l'aboutissement en quelque sorte. Le gai savoir, ce sera justement ce savoir qui est conscient du conditionnement, donc de la relativité, de la non-objectivité, et conscient surtout de ce fait que les manières de penser, ce sont des manières de vivre, et que ce qui importe pour le philosophe, c'est d'abord de détecter cette logique, et puis ensuite d'arriver, si c'est possible, mais c'est un des objectifs de Nietzsche, d'arriver à dire telle forme d'organisation de la vie, donc tel type de pensée, etc. également, est plus favorable. Bien sûr, et c'est clair que on finira, il a raison sur toute la ligne, on finira enfant, on finira dans cette naïveté, ce bonheur, cette joie, cette exaltation de la vie, la perfection, c'est cet état-là, même si c'est la sagesse en même temps, on peut dire la sagesse, mais il a certainement raison que c'est la joie, que c'est cet état, sauf que c'est pas un état de moquerie. La moquerie sera passée. Là, la moquerie, il y a le rire avec de la moquerie parce que c'est le temps de se moquer. Mais la joie, le rire de la finalité de l'humanité, quand l'humanité aura atteint sa perfection, ça sera une joie pure qui n'aura plus à se moquer de rien parce que l'humanité aura dépassé tout ce qui est risible aujourd'hui. Voilà, encore. À l'épanouissement de la vie telle autre, plus nocive. Voilà, donc il y a un objectif évaluateur, en quelque sorte, à l'arrivée. Vous parlez, Patrick Voetling, d'organisation de la vie. On entend dans ce texte le terme de pulsion. Ça, c'est un terme qui est très important pour Nietzsche. C'est-à-dire que prendre en compte l'organisation de la vie, c'est prendre en compte pas seulement des données biologiques, comme vous l'avez dit, ça on ne peut pas les modifier. C'est quoi alors? C'est ces pulsions justement. Et qu'est-ce que c'est ces pulsions? C'est des passions comme la pitié, l'amour, ou c'est des pulsions inconscientes auxquelles nous n'avons pas accès? Ce sont des processus infraconscients. Quand Nietzsche parle de pulsion, d'instinct, en gros, ça veut dire à peu près la même chose pour lui. Et il en parle tout le temps, ça vous avez raison, effectivement. Ce sont les rouages organisateurs d'une manière de vivre. Et ces régulations organiques, ces régulations de la vie, elles sont inconscientes. Comme pour toutes les grandes fonctions organiques, au demeurant, quand on digère, quand on dort. Alors, oui. C'est pas le résultat d'un calcul conscient. On se dit pas, tiens, je vais digérer, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tiens, je vais dormir. Voilà. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais alors là, il y a une grande distinction, et ça c'est important.
Les fonctions organiques, ça, c'est l'inconscient. C'est quelque chose qui est vraiment, qui est un moteur, mais vraiment à part dans le besoin de dormir, le besoin de se lever, de marcher, le besoin de boire, de manger, etc. C'est la base. Ça, c'est quelque chose d'autre. Les pulsions, les désirs, les instincts de la vie, compétition, machin, etc. Tout ça, c'est passé à un autre niveau de l'esprit où on peut agir dessus. Et ça peut disparaître de l'esprit sans que on perde la vie. Dans l'expérience d'extase que j'ai faite, donc qui a duré à peu près une semaine, les fonctions vitales, en somme, les instincts vitaux, boire, manger, dormir, marcher, je ne sais pas, les choses comme ça de base qui étaient de se déplacer, faire, prendre, etc. Tout ça, c'était géré tout seul. Mais je n'avais plus d'instinct, plus de velléité, de compétition, de désir, d'ego. Tout ce qui était lié à l'ego, ça avait disparu de mon esprit. Donc ça c'est ce qui est encore en trop, en gros, sur lequel l'humanité travaille. Elle travaillera pas, bien sûr, sur le fait d'avoir besoin de boire, que l'organisme réclame de l'eau, réclame à manger, réclame, etc. Ça, c'est clair que c'est ce qui nous apparente à toute forme de vie, à n'importe quelle forme, à l'arbre comme à l'animal, comme voilà. Donc, on ne deviendra pas un minéral, en somme. Mais l'autre partie, oui, et c'est peut-être là où Nietzsche se trompe, c'est-à-dire qu'il pense que l'instinct, en somme, les instincts de base, la compétition, l'orgueil, tout ce qui va faire qu'on a qui va nous amener à réaliser des choses dans l'humanité, tout ça, il pense que c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas travailler, quelque chose qui est inclus dans la personne et qui ne changera jamais. Je pense pas. Ce sont des processus qui s'enclenchent et la perfection de la vie organique nécessite la non-conscience. Ça, Nietzsche y insiste souvent. Alors, plus concrètement, ce que vous décrivez, ce sont effectivement des pulsions. C'est la partie, je dirais, émergée, celle qui devient consciente des pulsions. La haine, la joie, la pitié, ce genre de choses. Et ce sont ce que les philosophes appellent les passions, Gérald, ce que vous avez décrit là. D'accord. Ça n'est que la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire la partie qui est à la fois consciemment visible, mais qui est également la plus affadie, la moins puissante en quelque sorte. Il faut imaginer en quelque sorte ce genre de choses sous une forme beaucoup plus puissante. Donc, si c'est affadi, c'est qu'on l'a affadi. Ça veut dire que l'humanité y a déjà travaillé durant ces centaines de milliers d'années d'évolution. On a travaillé sur ça. Les régulations fondamentales de la vie, comme ce que décrivent les biologistes, par exemple, l'espèce de réflexes vitaux, si vous voulez, qui organisent tous les vivants. Voilà, c'est ce genre de choses, des espèces de réflexes qui sont liés à la conservation et la promotion d'une certaine forme de vie. Et ce sont ces choses-là qui produisent un certain type de rapport au monde extérieur, de rapport à l'existence, lequel se manifeste au bout de la chaîne sous la forme de pensée théorique ou de pensée consciente, si ce n'est que quand on en arrive à ce stade-là, on perçoit, les systèmes philosophiques sont ça, par exemple pour Nietzsche, ni plus ni moins, c'est la projection d'une certaine manière de vivre, sauf que on a oublié, on ne perçoit pas les sources productrices inconscientes. Voilà. Donc pour vous répondre, vivre, qu'est-ce que c'est ? Vivre, c'est obéir à des régulations infraconscientes qui règlent en fixant des préférences, en fixant des répulsions qui règlent notre rapport à la réalité extérieure. Et donc, vous voyez bien que ça, il y a 1000 manières d'organiser pour un même vivant, il y a 1000 manières d'organiser les priorités, ce qui doit être recherché, ce qui doit être évité, etc. Par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple très concret, Patrick Voeteling ? Oui, un exemple très concret, par exemple, pour nous, parlons de nous, on ne pourra pas être plus concret que cela. Pour nous, prenons notre corps, comme dit voilà, pour nous, mais le corps tel qu'on le vit, tel qu'il existe là, c'est-à-dire dans la culture qui est la nôtre, dans la culture platonicienne et chrétienne, pas besoin d'être de confession
confession chrétienne, pas besoin d'avoir lu Platon, ça, peu importe, ce sont les valeurs, c'est-à-dire les préférences inconscientes qui ont été fixées par le platonisme sont encore les nôtres. Par exemple, la vérité. Si je vous demande, est-ce que vous pensez spontanément que vous êtes plutôt attiré par la vérité ou par le mensonge, j'ai de forts doutes, toute philosophe que vous soyez et toute connaisseuse de Nietzsche que vous soyez, que vous me disiez, ah ben le mensonge. Non, nous sommes tous, notre éducation profonde, atavique, lointaine, nous pousse à préférer la vérité, nous pousse à nous méfier du mensonge, de l'illusion. Ça, c'est une pulsion, la pulsion de vérité. Quelque chose qui, vous voyez, va agir de manière... mais qu'on aurait incorporé. Incorporé, exactement, c'est le terme que Nietzsche utilise, incorporé, c'est devenu corps. C'est quelque chose qui, en devenant inconscient, devient à la fois une régulation qui est active, c'est-à-dire qui va jouer sur notre manière d'agir, qui va nous pousser à accomplir certains types d'actes, qui va nous freiner, nous empêcher d'en accomplir d'autres, parce que ça ne sera pas éprouvé comme conforme à ses préférences vitales. Donc tout ça varie constamment. Mais là, je crois que c'est un bon exemple. Bien sûr qu'il a absolument raison, Nietzsche. Simplement, il a envie, il a besoin de faire son... il a besoin de faire son... mince, excusez-moi, je suis un peu parti. Donc, il a besoin... oui, cette pulsion du bien, en fait. Cette pulsion qui va faire qu'on va préférer la vérité au mensonge, et qui est devenue notre seconde nature, qui est devenue notre nature. Donc, ce dont il parle comme, oui, d'une nouvelle pulsion, en fait. Peut-être que, peut-être je me trompe, hein, il faut vraiment, là, regarder ça avec attention. Si les Nietzschéens vont me contrarier, me contredire si je me suis trompé. Mais je pense que Nietzsche refuse, en fait, cette éducation qui a fait qu'on va préférer le bien au mal, qu'on va préférer le faible au fort, qu'on va préférer, etc., etc. Et il me semble qu'il le conteste, qu'il dit, au fond, pour que la société soit pleine d'énergie, il faut laisser le fort, si son désir, s'il a la possibilité d'abuser le faible ou eh ben, qu'il le fasse, quoi, en gros. Ça serait plutôt sous cette forme-là. C'est presque un darwinisme social derrière mais c'était l'époque du darwinisme aussi, à l'époque. Voilà. Donc, ben, je vais arrêter là pour cette vidéo. Et puis, eh ben, je vous souhaite une belle journée. Je vais continuer. Et surtout, on va attaquer la numéro 2 qui a été une merveille. Je vous le conseille d'ailleurs. Si vous voulez je l'ai écouté dans la nuit, donc un peu de façon avec une oreille inattentive, mais j'ai entendu des choses magiques. Donc c'est Avec Philosophie, une émission qui passe sur France Culture. Vous pouvez le trouver sur le site de Radio France, France Culture. Vous tapez sur France Culture, vous arrivez sur les programmes. Le programme s'appelle Avec Philosophie, c'est le programme de la semaine. Donc, c'est sur 4 vidéos et c'est la vidéo 2 que j'ai écoutée cette nuit. Voilà. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de vos encouragements et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.